Bonjour Pierre, Bonjour Charlène. qu'est-ce que tu fais? Eh bien, j'allais me balader un peu dans les rues de Penne et je voulais monter au château. Au château? Alors, je te trouve, je vais te poser la question, puisque j'ai entendu parler de Monsieur d'Or et une histoire. Oh, mais c'est une histoire qui est bien vieille, tu la connaissais pas? Eh ben non, figure-toi. Donc, j'en Oh, elle profite remonte de il te y a croiser. plus de 170 ans à peu près. Oh, c'est une belle histoire d'amour, mais tu sais que les histoires d'amour d'ailleurs, ça finit mal en général. Mais c'est une belle histoire romantique. Tu veux que je te la raconte? Avec plaisir. Eh bien, si tu veux, je vais même te montrer un document qui est très intéressant, qui est juste à côté. Ah super. On y va? Allez. Allez. Eh bien, nous voilà dans le petit lieu que j'ai créé, qui est un petit musée que j'ai construit avec des amis il y a quelques années, et où je garde, j'allais dire, tous les petits trésors que j'ai accumulés pendant des années. Ça s'appelle d'ailleurs Mirabilia, ce qui veut dire en latin les choses étonnantes, et c'est là notamment qu'est entreposé le petit document que je voulais te montrer. Alors regarde cette lettre datée de Penne, du 20 novembre 1834, et qui commence ainsi. Je te lis juste les premières lignes. Monsieur le comte, à l'instant où votre main brisera le cachet de cette lettre, la mienne aura brisé tous les ressorts de la vie qui m'animait et je serai étendu raide mort sur la plateforme du château ruiné que vous possédez à peine. Alors ce papier a été écrit par un certain Jacques-Michel d'Or, qui est né à la fin du XVIIIe siècle. Il est natif de Montauban. Et son père était cabaretier, rue du Vieux-Poix. Et malgré ses origines sociales, disons, modestes, il a eu un parcours assez extraordinaire. Il faut savoir qu'à 20 ans, il parlait couramment cette langue. Et il était monté à Paris pour essayer de trouver la gloire politique et littéraire. Il a été reçu dans plusieurs salons de la capitale. Il a été précepteur des enfants de Poniatowski, le maréchal d'Empire. Et il a été remarqué entre autres par un personnage célèbre qui était le fameux Talleyrand. Et Talleyrand, reconnaissant sa mérite, avait engagé ce fameux d'Or lorsqu'il fut nommé ambassadeur à Londres, donc sous le règne de Louis-Philippe. Donc d'Or le suit à Londres. Et là, il va s'amouracher d'une nièce de Talleyrand, la fameuse duchesse Dorothée de Courlande, dite duchesse de Dino, une femme d'origine russe avec d'immenses yeux bleus, de longs cheveux noirs et un grand appétit aussi pour les hommes. Et malgré la différence de rang social, il y a eu une petite liaison qui s'est établie entre eux, qui n'a pas duré d'ailleurs longtemps, parce qu'après lui avoir dit « je t'adore », elle le jeta dehors. C'est une histoire assez banale, bien sûr, qui peut se passer à toutes les époques, mais nous sommes en pleine époque romantique, ne l'oublions pas. Et au lieu d'écrire son désespoir d'amour, comme le voulait le ton de l'époque, c'est-à-dire dans des alexandrins inoubliables ou vite oubliés, ça c'est suivant son talent, ce pauvre d'Or va vivre son chagrin d'amour, non pas à la pointe de la plume, mais dans sa chair. Il a pris son carnet de bord, il a écrit ceci: « Je n'ai plus de raison de vivre, je vais parcourir le monde, traduisez l'Europe, pour mettre fin à mes jours. » Nous sommes en 1834, à l'automne, et au hasard d'une promenade à cheval, il va remonter la vallée de l'Aveyron. Il s'arrête à Bruniquel, il dit que c'est beau, sans plus. Pour ne pas éveiller les soupçons, il se faisait passer pour un archéologue d'ailleurs. Et un soir, il arrive en vue de Penne. Alors il faut imaginer Penne, il y a plus d'un siècle, il y a 2 siècles presque, à la nuit tombante, avec ce château, j'allais dire, qui se découpait sur un ciel sombre, comme un dessin de Victor Hugo. Il faut imaginer toutes les ombres, j'allais dire, de l'automne qui mangeaient tout ce village. Et il a été charmé par ce spectacle, il a eu un coup de haut cœur, et il a dit, voilà le lieu que j'attendais depuis toujours. Alors, il rentre dans le village, il parcourt les rues,
Et arrivé sur ce qu'on appelle aujourd'hui la place des mesures, il va rencontrer le maire du village qui était le notaire en même temps de la ville aussi. Ils engagent la conversation. Le notaire s'aperçoit qu'il a affaire à quelqu'un d'assez érudit, il sympathise et il va inviter notre ami Dore, qui d'ailleurs se présentait sous un pseudonyme, celui de M. Lambert d'ailleurs, à passer quelque temps dans sa demeure. Et puis les semaines ont passé, l'automne est arrivé, presque l'hiver, avec les premiers brouillards, et là la maladie de l'époque, la maladie romantique, le spleen l'a repris, et il a fait une chose extraordinaire. Le 20 novembre, il va faire célébrer une messe dans l'église du village pour l'âme d'un inconnu, la sienne, puisque les suicidés n'avaient pas droit aux sépultures. Et le lendemain matin, il monte au château et là, il va se tirer une balle dans la tête. Bien, si tu veux, on peut refaire le voyage, le dernier voyage qu'a fait Dore depuis Penne jusqu'au lieu de son suicide. Alors tu vois, c'est sur cette place-là que Dore a rencontré le maire de Penne, qui habitait cette maison d'ailleurs. Voilà le petit chemin qui monte au château qu'avait emprunté Dore. Mais voilà, nous sommes tout en haut du château. C'est cet endroit où il s'est suicidé, voilà. Et au bruit de la détonation, évidemment, tout le village est monté. Les gens étaient affolés. On voulait jeter même le corps à la rivière, parce que, bon, un suicidé, c'est quelque chose de terrible aussi. Et la lettre que je t'ai montrée tout à l'heure avait été écrite donc par Dore juste avant son suicide pour demander l'autorisation, qui lui sera accordée d'ailleurs, d'être enterré sur les lieux mêmes de son suicide, c'est-à-dire à côté de la citerne qui est ici. Alors je vais te raconter encore une petite anecdote qui est assez marrante, celle-là. Ah. Il y a quelques années, j'avais fait des petits reportages dans le village de Penne et je me baladais avec des radiocassettes et puis j'interrogeais les gens. Et je rencontre un jour une dame qui s'appelait Félicie, qui était née en 1897. Et à un moment donné, elle me dit « Mais est-ce que vous connaissez l'histoire de Dore ?» Bien sûr, je la connaissais. Je lui dis « Non, bien sûr », pour la laisser parler. Alors elle me raconte une histoire un petit peu à sa façon, avec beaucoup, j'allais dire, d'erreurs, mais je l'écoute avec intérêt. Surtout lorsqu'elle me dit « Mais monsieur Malrieux, moi j'ai vu, quand j'étais gosse, la tombe de Dore. Il n'avait pas été exhumé. C'était avant 1905. Il s'appelait, je vous dis, il s'appelait M. Dore. Dore, oui. Et il est enterré. Là, il y a un endroit qu'on appelait la citerne. C'est un code de construction. Il est là, enterré là, M. Dore. Oui. Et on l'a enterré là, où il s'est suicidé. Et il s'appelait M. Dore, et c'était un secrétaire d'un nommé M. Talleyrand. Oui, le secrétaire de Talleyrand. Il y a des choses de telle ou telle sorte, parce que je ne le savais pas. Et quand on était plus jeune, que j'étais toute jeune ici à peine, on y montait avec d'autres. Et quand on arrivait à cet endroit, il y avait une pierre. Et là, réponds.